Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse, ce premier numéro de l'année 2019. Merci de votre fidélité. Vous le savez, l'émission est en direct chaque dimanche à partir de 11 h. Elle permet aux journalistes qui traitent l'actualité au quotidien de jeter un regard critique sur cette même actualité à travers des commentaires, des analyses et des décryptages. Au menu ce dimanche 6 janvier 2019, les événements de Yirgou dans le centre nord qui ont fait 46 morts. Nous parlerons également des négociations entre le gouvernement et les syndicats des transporteurs et des enseignants. La commémoration du 54e anniversaire du soulèvement populaire du 3 janvier 1966 est au programme, de même que la saisie et la mise sous scellé de conteneurs de charbon fin par la Brigade nationale antifraude de l'or. En page internationale, nous parlerons de la République démocratique du Congo qui attend la publication des élections de la présidentielle du 30 décembre 2018. Alors, pour débattre de tous ces points de l'actualité, je suis en compagnie de 4 confrères de la presse nationale. Nous avons avec nous Abdoulaye Tao du journal L'Économiste du Faso. Bonjour. Bonjour. Kofi Ametepe, journaliste et enseignant, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Nous avons également avec nous Juvenal Sommet de InfoWakat.net. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Paul Miki Rwamba de la radio Waga FM. Bonjour. Bonjour, Samy. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'actualité en ces débuts d'année au Burkina Faso est certainement marquée par les événements de Yirgou dans la nuit du 31 au 1er janvier 2019. Des hommes armés non identifiés ont abattu le chef du village de Yirgou dans la commune de Barksalgo. Plusieurs membres de sa famille et des Kolwego, en représailles les populations donc, de la localité attaquent les campements Peul accusés de complicité avec les terroristes. Le bilan, vous le savez, est très lourd et fait état de 46 morts selon le gouvernement. Alors c'est une actualité que vous avez suivie. Comment réagissez-vous face donc à cette actualité? Oui, Kofi. Je pense que c'est une situation très triste qui se passait justement lors du passage à la nouvelle année. Une année 2018 qui a été déjà très difficile sur le front de la sécurité, la recherche de la sécurité dans ce pays. Et pour une fois où ce sont des civils qui étaient en jeu, on se rend compte que le bilan est beaucoup plus lourd que ce qu'on avait l'habitude de voir lorsque il y avait des forces de défense et de sécurité. Donc c'est une situation très déplorable. Et en attendant peut-être que les choses soient clarifiées, je pense que ça me souvient un peu ce que j'avais déjà dit un peu sur ce plateau en disant on était face à un ennemi invisible ou du reste un ennemi qui ne voulait pas se dévoiler. Et donc cela ne peut nécessairement que nous amener à ces situations très très tragiques. Parce que lorsque vous ne savez pas qui vous attaque, pourquoi il vous attaque, justement, lorsque ces personnes viennent en moto, commettent leur forfait et disparaissent, et que les populations entrent dans une certaine fureur, il n'y a plus de raison. Tout est permis quelque part. Et la tragédie de Yirgou, justement, nous ramène à la nécessité, peut-être, au cours de cette année 2019, de travailler un peu plus à savoir quelles sont ces personnes qui font des incursions dans nos communautés, qui tuent des gens, qui répartent, pour qu'on sache qu'est-ce qu'ils veulent exactement. Ou que nos forces de défense et de sécurité, le système judiciaire, qu'on fasse tout pour les reconnaître, afin que, justement, on puisse avoir une certaine maîtrise de cette guerre asymétrique qui nous a imposée depuis 3 ans maintenant. Oui, Tao. Je crois que tout le monde a accueilli cette nouvelle avec effroi. Et on ne pouvait pas plus mal commencer l'année 2019 qui paraissait quand même une année charnière dans la vie du Burkina parce qu'il y avait beaucoup d'événements qui s'en arrivaient, comme je peux m'exprimer ainsi. Et là, je crois que c'est une remise en cause un peu de beaucoup de choses. Notre vivre ensemble a été touché en plein cœur. Le bilan est vraiment effroyable parce que c'est la première fois qu'on a autant de civils tués qui s'entretuent. Et comme Kofi vient de le dire, je crois qu'il faut qu'on interroge notre vivre ensemble aujourd'hui. Mais la première question à résoudre, comme il l'a si bien dit, c'est de
savoir qui est notre ennemi. Même si on dit qu'il est invisible, aujourd'hui, il est dans l'intérêt de l'État. C'est une des priorités de l'État, savoir qui nous attaque. Parce que si on n'arrive pas à identifier clairement la menace, je crois qu'on aura du mal à agir. Et ça, c'est la preuve. Par exemple, des gens qui viennent, ils cherchent le chef Korolwero. Ils sont venus pour le chef Korolwero. Je ne sais pas s'ils l'ont trouvé, ils ne l'ont pas trouvé, mais ce qui est sûr, voilà les conséquences de cette incursion. Donc, je pense que pour les mois et les années à venir, la sécurité, on a déjà dit que c'est une priorité, mais je crois qu'il va falloir travailler encore plus davantage pour voir comment on peut s'organiser en termes de renseignement et surtout aussi en termes aussi de préservation de la sécurité des populations, parce que malheureusement, compte tenu des circonstances, les forces de sécurité n'ont pas pu intervenir. Oui, justement, sur ce plan, il y a des critiques qui ont été formulées par certains sur les réseaux sociaux et sur certains médias à l'endroit des forces de sécurité qui auraient trop attendu peut-être avant de réagir. Est-ce que vous partagez donc ces critiques? Tel que ça s'est passé, est-ce qu'un détachement, à Yirgou, je ne connais pas le dispositif sécuritaire dans la zone, est-ce qu'un commissariat de police, si ce n'est pas une mission spéciale qui avait débarqué, par exemple, démarré de Fada ou de Kaya à temps pour arriver, pour empêcher ça. Quand c'est pas un affrontement, c'est une chasse à l'homme. Comment vous intervenez? Encore, il faut être là sur les lieux avant que ça ne donc je pense que je ne cherche pas d'excuses aux forces de l'ordre, mais les circonstances font que il était difficile d'intervenir immédiatement après le début. Maintenant, ce qui est important, c'est de prendre les dispositions pour qu'il n'y ait pas de répliques demain, après-demain et à jamais. D'accord. Alors, Paul Mikiramba, est-ce que vous partagez l'avis donc, de Tao sur cette question? Oui, je partage son avis parce que je pense que c'était quand même un peu difficile pour les forces de l'ordre d'intervenir dans un conflit qui est présenté comme étant un conflit communautaire et puis armé. Alors, l'expérience montre que c'est quelquefois difficile quand vous avez affaire à deux communautés qui s'affrontent et qui utilisent des armes. Et lorsque les forces interviennent comme ça, le risque c'est que les mêmes armes soient utilisées contre ces forces. Et en représailles, effectivement, si les forces de l'ordre ouvrent le feu, on peut également avoir un bilan assez lourd et on parlera juste derrière de bavure policière parce que c'est beaucoup plus compliqué et pour les forces régulières justement de régler ce genre de situation. Mais à mon avis, ce qu'il aurait fallu faire justement pour le cas de Yirgou, vous savez qu'il y a eu une première action où il y a eu l'assassinat du chef de village et puis des membres de sa famille. Peut-être qu'à partir de ce moment, il aurait fallu justement avoir une présence accrue des forces de l'ordre dans la localité pour éviter justement les représailles. Parce qu'il fallait effectivement s'attendre à ce qu'il y ait des représailles si l'on devrait tirer leçon de ce qui s'est passé également dans d'autres communautés du Burkina Faso, parce que ce n'est pas la première fois que nous avons ce genre de conflit. On se rappelle encore très fraîchement les événements de Karangasso-Viké, même ici à Ouagadougou, les affrontements entre les Kolgouégou et les Dozo sont donc les bouchers à Ouaga, et sont justement des exemples qu'il faut justement, où il fallait tirer des leçons pour savoir que, et quand il y a mort d'hommes comme ça, la réponse immédiate, ce sont les représailles. Peut-être que si on avait prévenu très tôt, dès la nuit du 31 décembre ou très tôt au 1er janvier, on allait peut-être permettre d'amoindrir le bilan que l'on a sous la main, parce que, comme Tao l'a dit, une fois que les représailles commencent, c'est assez difficile en tout cas de savoir qui fait quoi et tout. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que le chef de l'État a bien fait de faire le déplacement de Yirgou pour constater et puis s'engager effectivement que ce n'est pas un événement qui restera impuni. Moi, je voudrais insister sur l'aspect justice, parce que c'est ce qui a très souvent manqué dans les précédents événements que j'ai cités, les événements de Tchalgo dans le centre-ouest, de Karangasso-Viké dans le Haut-Bassin, les affrontements entre Boucher et Kolwego ici à Ouagadougou et bien d'autres affrontements comme ça. Très souvent, on se contente d'une certaine médiation et finalement, les événements restent impunis. Donc, nous sommes dans un état de droit. Je pense que pour le cas de Yirgou, il faut mettre en œuvre tous les mécanismes de l'état de droit afin que la justice soit faite pour les personnes qui sont assassinées. Réaction, Tao. Là-dessus, je veux dire, on est quelque part victime de ce modèle de règlement de nos conflits. Parce que souvent, au lieu de laisser la justice parler et de faire le pardon après, parce qu'il faut qu'on situe les responsabilités. En ce moment, s'il y a une médiation sociale, avec les forces sociales en présence, on peut se pardonner. Mais chaque fois, on a essayé d'éteindre le feu en disant non, on n'a pas fait parler la justice. Les autres, ils regardent.
Et ça pousse à ce genre de réaction. D'accord, oui. Mais vous pensez qu'il faut impérativement faire la lumière, la justice sur cette affaire avant de poursuivre? Oui, il est nécessaire de faire la lumière sur ce qui s'est passé et d'établir évidemment les responsabilités. Mais ce qui s'est passé n'est que la suite logique d'un certain nombre de faits, évidemment, dont Mickey parlait tout à l'heure, qui, de mon point de vue, n'ont pas été suffisamment bien maîtrisés. En matière de conflit, ce qui importe, ce n'est pas, vous le savez très bien, ce n'est pas la résolution du conflit, c'est la prévention du conflit. Parce qu'à partir du moment où le conflit est déclenché, il est très difficile, et même voire pratiquement impossible finalement, entre le laps de temps où le conflit a démarré et évidemment les mécanismes à mettre en place pour intervenir, c'est très complexe. Donc voilà pourquoi, de mon point de vue, il faut mettre en place des mécanismes de prévention pour éviter justement d'en arriver à ces situations où on constate finalement les dégâts et après on ne sait plus, est-ce qu'il faut sanctionner, est-ce qu'il faut finalement se réconcilier avant. Bon, tout ça finalement, c'est du temps perdu et finalement c'est des vies perdues, alors que si, à mon avis, on avait mis en place ces mécanismes dont je parle, on aurait pu éviter finalement d'en arriver à ça. Mais je pense que la loi est là aussi. La loi dispose souvent, comme on dit, disent les juges, pour l'avenir. Il y a des infractions que les gens commettent. Il faut les faire rendre gorge. Si on a sanctionné des personnes qui ont... Parce que souvent, c'est des individus qui sont à la tête souvent de ces dérapages. Si on identifie l'origine et qu'on sanctionne, moi, je pense que ça peut servir de leçon. Mais souvent, il y a des conflits, on a les dégâts, on ne sait pas comment ça a commencé. Quelques personnes seulement savent comment ça a commencé. Par exemple, Yirgou, il faut que l'enquête établisse clairement comment ça s'est passé exactement. C'est-à-dire qu'il y a 2 étapes. Comment le chef a été tué, après comment la répression a été organisée et d'où est venu le dérapage. On situe les responsabilités et si la loi doit servir, qu'elle service, et après on dira on est entre nous, voilà ce que la loi a dit. Si comment on appelle ça, le chef d'État qui peut amnistier qui veut, parce qu'il en a les prérogatives, décide d'amnistier, au nom de la réconciliation nationale, on y va, il n'y a pas de problème. Mais au moins, il faut situer clairement les responsabilités des uns et des autres. Alors, en tout cas, il y a eu beaucoup de réactions sur les médias, sur les réseaux sociaux. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut peut-être tout de suite éviter cette stigmatisation donc, qui a été donc, à l'origine donc, de ce drame. Oui, mais c'est vrai que dans une situation aussi complexe, les gens cherchent des raccourcis. Le raccourci a été de dire, bon, voilà, il y a eu des représailles d'une communauté contre des peuples, et donc il y en a même qui ont parlé de génocide. Comme si on s'attendait, ou il y avait des prémices qui montraient qu'il y a des gens qui s'organisaient pour s'attaquer à une communauté. Il ne faut pas oublier que nous sommes des communautés, ou les communautés qui vivent là-bas sont des communautés autour des chefs. Lorsqu'on tue un chef, c'est la furia. Et quand les gens sont dans la fureur, il n'y a plus de raison. Il aurait fallu qu'il y ait des forces de sécurité qui maîtrisent les ardeurs. Cela, on ne peut pas l'avoir. On connaît déjà le déficit, justement, du maillage du territoire que nous avons. Et la zone de Barça-Logo et tout le reste n'étaient pas considérées comme des zones rouges, au point que les forces soient tout près. Et donc, c'est quelque chose qui a surpris un peu tout le monde. Mais à partir du moment où la première communauté suppose que ceux qui sont venus décapiter le chef sont venus de l'autre communauté, on est dans la déraison totale. Et donc, je pense qu'il ne faut pas chercher à faire des amalgames, plutôt qu'on se dise, nous sommes déjà battus par la pluie, il ne faut pas qu'on se batte entre nous. Il y a eu des attaques terroristes dans la nuit du 31 au 1er janvier. Et après, donc, les choses se retournent contre des communautés qui devaient normalement se faire face à l'ennemi commun. Donc, je pense que la situation est beaucoup plus complexe que ça. Il faut qu'on revienne à la raison. Les vies qui sont perdues, elles ne vont pas revenir. Il faut faire en sorte que les gens puissent être capables de revivre ensemble. Et c'est ça le plus difficile aujourd'hui. Justement, le président du Faso s'est rendu sur place
Alors, un mot sur le message qu'il a livré donc, lors de son déplacement sur le terrain. Il s'est également exprimé dans la soirée donc, sur la télévision nationale. Alors, un mot sur le message du président. Non, je pense que c'est tout à fait normal parce que la lutte contre le terrorisme est beaucoup plus difficile sur le plan civil que militaire. Parce que ce sont des communautés c'est des liens qu'il faut retisser. Et le chef de l'État avait tout à fait raison de se rendre dans cet endroit où ce sont des gens qui se sont pris les uns aux autres. Ce sont des communautés qui, à un moment donné, ont brisé les liens sacrés de la vie. Et donc, ceux-là sont disposés à écouter le président. Et le président a bien fait d'y aller, mais en plus d'être allé sur les lieux, de voir les familles des victimes, de parler avec ces personnes-là, a fait aussi un message à l'endroit de toute la nation pour dire attention, le terrorisme, oui, on perd déjà beaucoup de vies des forces de défense et de sécurité des civils, mais si on ne fait pas attention, ces gens vont aujourd'hui nous inoculer la haine qui va nous amener à nous entretuer nous-mêmes. Donc il faut faire attention. Je pense que le message est assez clair et il faut souhaiter que ça soit bien compris de tous et que chacun, on arrête de faire des décryptages inutiles qui accusent tel ou tel. Nous sommes tous responsables de cette situation et c'est ensemble aussi qu'on doit trouver des solutions pour retisser les liens. Oui, Paul Mitty. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que moi, j'ai simplement l'impression que l'on n'arrive pas à tirer les leçons de ce qui nous arrive. Parce que dans un passé récent, j'ai cité les événements justement de Karangasso-Vigué, de Tialgo et récemment de Ouagadougou, il aurait fallu justement tirer les leçons en tout cas de ce qui est arrivé. Parce qu'aujourd'hui, tous les sociologues, les anthropologues s'accordent à dire que nous sommes un pays cosmopolite où on n'a pas eu de problème de par le passé avec nos communautés. Vous savez que le Burkina, c'est une soixantaine d'ethnies. Le Burkina également, c'est un certain nombre de religions qui ont appris à cohabiter depuis un certain temps. Mais de plus en plus, il faut faire attention. De vivre ensemble est mis à mal depuis un certain temps. Donc, il faut peut-être activer tous les mécanismes qui devraient nous permettre donc de dévancer les choses, de faire en sorte que le vivre ensemble soit cultivé et pour que nous évitions de telles actions. Donc, moi, ce que je souhaite, à partir des événements de Yirgou, il va falloir justement que l'on lance le débat national, que l'on actionne tout ce qu'on a comme mécanisme, et parce qu'on a mis en place certaines institutions de la République dont le rôle, c'était justement de gérer ces questions de conflits entre communautés, ces questions de conflits interreligieux, etc. Mais j'ai l'impression que les choses ne bougent pas dans le bon sens parce que il faut peut-être partir, comme je le disais tantôt, des événements de Yirgou. D'accord. Alors, pour rester sur le message du président, quel commentaire? Alors, le président ne pouvait pas dire autre chose de mon point de vue que de constater les dégâts. C'est vrai que son intervention vient après le fait accompli. Beaucoup de gens estiment que c'est le médecin après la mort. C'est pour cela qu'il faut disposer pour l'avenir. Et dans son discours, moi, je retiens justement la question de son engagement pour faire en sorte que la justice soit rendue aux personnes qui ont été assassinées. Ça, c'est le plus important parce que ça peut avoir justement un effet pédagogique. Parce que quand il n'y a pas de sanctions comme ça, les gens vont continuer à se rendre justice eux-mêmes et ils vont penser que c'est la loi. Je prends l'exemple de ce qui arrive donc avec le putsch manqué où il y a eu 14 personnes malheureusement qui ont perdu la vie. C'est vrai que là, on parle d'atteinte à la sûreté de l'État, mais on a bloqué toute la République pour un procès qui dure depuis 1 an. Maintenant, là, il y a 46 morts sous la main, selon un bilan officiel, là, qui estime d'ailleurs que le bilan est beaucoup plus lourd que ça. Il faut effectivement que très rapidement, ils mettent en place des mécanismes judiciaires pour pouvoir rendre justice à ces gens, afin que la communauté, et Peul notamment, ne se sentent pas un peu stigmatisés. Parce que de temps en temps, on entend des voix qui s'élèvent pour dire que c'est parce que c'est des Peuls que l'on est en train de gérer ça de cette manière, alors que nous sommes une république et on sait très bien qu'il n'y a pas de différence entre les communautés. C'est l'article 1er de notre Constitution qui le dit. La preuve également, quand on vient au niveau de l'État, on n'a pas de différence entre les communautés, entre les ethnies, pour nommer les uns et les autres. Donc à ce niveau, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut faire en sorte que justement, on parte de Yirgou pour tirer beaucoup de leçons. C'est là que je trouve important le discours du président Faso, même si ça intervient tardivement. Oui, Tao. Intervenir tardivement, il devait faire le discours à quel moment? Ça, c'est une question que moi... Pas forcément le discours, mais je veux dire ça monte au créneau. Dans son message à la nation, il avait déjà appelé à la solidarité. Il y a eu des précédents événements, justement, où il ne s'est pas prononcé. Mais pas, je pense que ce n'est pas la même chose. Yirgou, c'est... Karangasso, Vigué, c'est des Koglewo qui affrontent des Dozo. Mais ici, il y a d'abord eu le fait terroriste avant.
S'il n'y avait pas eu d'attaque terroriste à Yirgou, peut-être ce qui s'était passé n'allait pas se passer de cette façon. Oui, Tao. L'ampleur de Yirgou, tout le monde est d'accord qu'on est dans une autre phase avec Yirgou. Yirgou, comme il a dit, c'est couplé avec un acte terroriste. Et qui sait si ce n'est pas fait à dessein? Parce qu'il faut que quelqu'un nous donne quand même, il faut qu'on continue les recherches pour savoir Yirgou c'est quoi, comment les gens vivaient avant ce drame, hein? Est-ce qu'il y avait des tensions sociales avant? Il faut que, je pense que c'est le travail des journalistes aujourd'hui, de montrer au peuple comment était Yirgou avant ce drame, pour qu'on puisse comprendre un certain nombre de choses. Le discours du président, il ne pouvait le faire que après ce drame-là. Et on l'attendait. Je pense qu'il y a une bonne partie de l'opinion qui attendait de voir qu'est-ce que le président allait dire. Effectivement, il a fait son discours, il est allé sur le terrain. C'est déjà un bon pied. Maintenant, on dit et après. Parce que la vraie question, c'est après. Et après, c'est la justice. La commission d'enquête, il faut la mettre vite en place, hein, qu'elle soit indépendante et qu'elle soit surtout très, très rapide et efficace. Parce que dans ce pays-là, on a vu des commissions d'enquête qu'on met en place et qui, en fait, deviennent eux-mêmes un problème par la suite. Et c'est à partir de ça qu'on peut prendre des mesures. Parce qu'il y a le conflit intercommunautaire à régler, et puis en même temps, il y a aussi l'aspect terroriste qu'il faut. Je pense que son discours, il est dans son rôle en appelant à la cohésion nationale et en disant que la justice va faire son travail. Maintenant, moi, tout ce que je souhaite, c'est que, au vu de ce qui se passe, parce que c'est une alerte, ça veut dire que le terrorisme est capable de s'aimer d'autres germes, d'autres venins dans nos communautés. Et ça, il faut qu'on fasse attention. C'est pour cela que moi, j'apprécie ton intervention. Il faut que les gens se mettent au-dessus de la mêlée pour savoir qu'on doit rester burkinabé. Parce qu'on entend des gens dire aujourd'hui, je suis Peul. Il faut on reste d'abord burkinabé. Parce qu'on est burkinabé, qu'on est peut-être Moussi, Peul, je ne sais pas quoi. Il faut que cette communauté nationale-là soit notre priorité. D'accord. Le président qui a également dit qu'il y a des mesures, en tout cas sécuritaires, qui vont être prises donc, pour assurer la quiétude des populations sur place sommet. Oui, bien sûr, le chef de l'État ne pouvait pas ne pas aller sur le terrain. Il ne pouvait pas ne pas non plus s'exprimer là-dessus. Ça allait être vraiment inqualifiable que le chef de l'État, qui est le premier garant du vivre ensemble des Burkinabés, après une telle tragédie, évidemment, ne fasse pas au minimum le pas d'aller sur le terrain, de rencontrer évidemment les populations pour essayer évidemment d'apporter le réconfort évidemment de la nation à ces populations et évidemment entretenir un message évidemment de cohésion. À mon avis, il est tout à fait dans son rôle parce que évidemment il est le président de tous les Burkinabés et évidemment cette crise touche naturellement à quelque chose, Taou le disait, de très profond au vivre ensemble des communautés. Et c'est encore plus grave parce que ça part finalement d'un fait du terrorisme qui aujourd'hui nous met tous à rude épreuve. Or là, nous sommes en train de tomber dans le piège, évidemment, du terrorisme qui est aujourd'hui, évidemment, de mettre des communautés les unes contre les autres. Voilà, et là, c'est très grave parce que là, on est en train de perdre, finalement, le Nord, au propre comme vous figurez, parce que, finalement, au lieu qu'on se mette ensemble pour lutter contre un ennemi commun, finalement, on est nous-mêmes en train de se rentrer dedans. Bon, finalement, donc, pour moi, le chef de l'État a bien fait, évidemment, de se rendre sur le terrain. Et j'espère que son message, évidemment, en tout cas, apportera les résultats escomptés et qu'on évitera ce genre de crise à l'avenir. D'accord. Alors, c'est notre souhait à tous. Hein. On va évoluer donc dans le débat pour parler d'un autre sujet. Au cours de la semaine, le Premier ministre a rencontré les syndicats des transporteurs et des enseignants. Après les échanges avec les responsables de la FENAT, la Fédération nationale des acteurs du transport routier, ceux-ci ont décidé de suspendre l'augmentation des tarifs de transport. Alors, est-ce que vous pensez que cette fois-ci, l'accord va tenir? Parce que ce n'est pas la première fois. Donc, il y a des remous dans le secteur avec des menaces d'augmentation des tarifs des transports. Non, moi je pense qu'on voyait venir un peu cette montée de pression des transporteurs parce que je sais que nos confrères du journal Le Pays avaient publié un papier sur le fait que les transporteurs voyageurs disaient qu'ils risquaient de mettre la clé sous le paillasson s'ils ne réajustaient pas leur prix. Donc, c'est normal que la fédération
qui porte la voix de ses membres, interpelle le gouvernement pour dire on a signé un moratoire de 6 mois pour pouvoir venir. Mais là, nous, on a la pression de nos membres. Il faut nous dire où est-ce qu'on en est avec la mise en œuvre. Et je pense que ce dialogue a permis de préciser un certain nombre de choses. Et finalement, il n'y aura pas d'augmentation des prix. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Oui. Demain, c'était le 7, ils ont dit, le 7, je crois. Donc, je pense que l'un dans l'autre, c'est bon d'avoir renoué le dialogue, mais je pense que derrière ce dialogue, c'est un exercice aussi de suivi des mesures prises il y a 1 ou 2 mois lors de la dernière négociation qui consistait à faciliter un certain nombre de choses aux transporteurs, la contre-garantie que le gouvernement donnait à ces transporteurs-là pour voir où on en est. Malheureusement, lors pour parler. Moi, ce que je reproche à notre dialogue social, c'est un dialogue social qui n'est pas transparent. Les acteurs ne sont pas transparents. Chacun vient défendre ses intérêts et après on nous prend comme tout le monde, ou bien on est le bouc émissaire, on paye le prix. Ils sont sortis, il y avait des mesures qui avaient été annoncées. Et les gendarmes couchés, on devait les réduire. La CCVA, les visites techniques qui étaient le nombre de 4, devaient passer à 2 pour leur permettre d'absorber la hausse des prix afin de ne pas augmenter. Bon, aujourd'hui, ils sortent, ils disent que non, ils vont augmenter. Est-ce que le gouvernement aussi ne nous dit pas où il en est avec la mise en œuvre de ces engagements? Et le public est là, on n'a aucune information. Et je pense que ça aussi, il faut qu'ils respectent l'opinion. Parce que non, c'est vrai, c'est pas la peine de sortir prendre l'opinion à témoin. Si le point ne sait pas sur quelle base vous prenez à témoin, dites-nous, est-ce que le gouvernement, les gendarmes couchés qu'on a dit qu'on va réduire, est-ce que ça a été réduit? De combien de pourcents? Où on en est par rapport aux engagements? En ce moment, nous, on appréciera. On pourra donner notre soutien éventuellement. D'accord. Alors, Kofi, vous avez également l'impression que c'est un dialogue avec des accords cachés qui ne sont pas connus du grand public, qui restent entre les négociateurs. Oui, malheureusement, entre le gouvernement et le monde syndical, ça a toujours été comme ça. On a l'impression que tout ce que le public veut, qu'on dise oui, on ne va pas augmenter. Mais dans les faits, c'est déjà augmenté. Il y a plein de tarifs qui sont déjà augmentés dans la réalité. Vous avez passé tous les fêtes de fin d'année. Il y a des denrées qui ont connu des augmentations du fait que le transport et toutes les marchandises ne viennent pas par ces transporteurs organisés. Évidemment, les gens ont déjà réajusté leur prix. Il vaut mieux qu'on soit même très honnête avec les consommateurs en disant on augmente. Et chacun de nous va augmenter aussi ses prix. Parce que nous avons aussi quelque chose à augmenter par rapport aux transporteurs et à tout le reste. C'est-à-dire, on peut arrêter de voyager aussi. Diminuer le nombre de voyages. Parce que le peuple reste souverain. Je l'ai toujours dit ici. Parce que quand ça les chauffe, c'est nous qui payons les pots cassés. Mais lorsqu'il est question de s'arranger, il s'arrange. Il ne nous dit jamais quels sont les termes des accords. Donc ça, je crois que ça y a un gros problème. Et on sent qu'au niveau du gouvernement, on est toujours dans cet ancien système qui veut qu'on flatte les syndicats. Et quand ils sortent, on les caresse dans le sens du poil et après, ils s'en vont, et ils mettent leur dos et il n'y a plus personne qui vient pour caresser. Et lorsqu'ils sont fâchés, ils reviennent, ils reprennent les mêmes choses. Je pense qu'il faut être cette fois-ci. Si le gouvernement veut, il n'a quand même dégagé un ministère précis qui suit ces choses-là. Parce que ça y va aussi de la crédibilité du climat social. On ne peut pas, comme ça, un jour, on menace, on se revoit avec le Premier ministre, on se serre les mains, on fait des photos de famille, et le lendemain, on se rend compte que tout ça, ça ne tenait pas. Donc je pense que pour une fois, parce qu'on entame une année où on nous a déjà dit que ça va être difficile. Donc les gens s'y attendent. Il ne faut pas aujourd'hui infantiliser le consommateur qui sait très bien que quand on a augmenté le prix du carburant, il y a plein de choses pour lesquelles, soit il se transforme lui-même pour les affronter, ou bien il renonce à certaines choses. Et les gens se préparent déjà. Il vaut mieux que nous soyons face à la réalité des prix, ou bien le gouvernement courageusement revient à l'ancien prix, parce qu'il ne sert à rien. On dit que le baril du pétrole même a baissé, qu'on revient à l'ancien prix et qu'on reprenne les discussions pour désormais mettre un cadre beaucoup plus transparent. Oui, Paul Biquet. Alors, moi, je pense simplement que ces deux acteurs, comme l'a dit Tao, devraient arrêter en tout cas de s'amuser avec l'opinion de cette nature, parce qu'on a vu effectivement dans les négociations de gouvernement et les syndicats, il y a toujours des accords qui sont cachés.
Vous avez vu certainement, il y a un mois ou deux, il y a eu cette première rencontre où les transporteurs sont sortis devant les médias pour dire oui, on a eu des échanges avec le gouvernement, nous n'allons pas procéder à une augmentation du prix du transport au Burkina Faso parce que le gouvernement de son côté s'est engagé à faciliter un certain nombre de choses. C'est-à-dire, on va citer quelques exemples, mais il y a certainement beaucoup plus que ça. Le reste n'a pas été dévoilé à l'opinion. Donc, on est resté dans ça jusqu'à ce qu'à un moment donné, les mêmes acteurs du transport ressortent par une conférence de presse pour dire que oui, nous allons augmenter les prix à partir du 5 janvier et nous allons aller en grève à compter du 7 janvier parce que le gouvernement n'a pas respecté ses engagements. Lesquels engagements, on n'en sait rien. Et très rapidement, avec cette conférence de presse, peut-être qu'il a fallu attendre cette conférence de presse pour qu'il y ait encore cette rencontre entre le gouvernement, malheureusement, entre le gouvernement et les acteurs du transport, et pour que ces derniers ressortent encore, nous dire une fois de plus que l'État, la disposition d'esprit du gouvernement leur permet justement de surseoir à la grève et à l'augmentation. Moi, ce qui m'étonne d'ailleurs, c'est que très souvent, quand on a ce genre de négociations, les responsables syndicaux sortent, ils disent, bon, on a pris un certain nombre d'accords, mais nous allons nous en référer à la base avant toute décision. Mais au sortir de cette rencontre qui a duré quelques heures, ils ont décidé de surseoir à la grève et à l'augmentation. Il y a, à mon avis, anguille sous roche. Maintenant, l'opinion a été malmenée, malheureusement, par rapport à toute cette situation depuis l'augmentation du prix du carburant le 8 novembre dernier. Moi, j'aurais voulu d'ailleurs, j'aurais préféré, comme Kofi l'a dit, que l'on aille courageusement et honnêtement vers cette augmentation des prix du transport parce que c'était la conséquence logique de cette augmentation du prix du carburant. Tout le monde sait que le carburant compte pour beaucoup dans le transport, c'est 40%, et même ils l'ont dit. Au lieu de prendre l'opinion à témoin comme ça, alors que l'opinion ne peut pas être témoin de quelque chose qui n'a pas été rendu public. Désormais, bon, étant donné qu'ils se sont entendus, on attend en tout cas de voir ce que demain nous réserve. Peut-être dans quelques mois, ils vont ressortir pour dire qu'il y a autre chose encore. On attend de voir. Oui, Sommet. Oui, je suis parfaitement d'accord avec tous les autres. Nous baignons dans un système d'hypocrisie générale où on appelle la presse évidemment pour être témoin évidemment de désaccords et d'accords, et après on ne dit jamais effectivement finalement sur quoi on s'est accordé. Quand on demande bon finalement votre accord s'est apporté sur quoi, non ça va venir, ou bien non pour le moment on ne peut pas vous en dire davantage. Bon, et après on revient dire bon finalement l'accord qu'on avait signé n'a pas été respecté. Mais qu'est-ce qui n'a pas été respecté? Bon, à mon avis il faut qu'on sache ce qu'on veut, voilà, dans ce pays où on veut jouer le jeu de la transparence jusqu'au bout et on avance, ou alors finalement on reviendra toujours à ces problèmes qui ne sont pas résolus, qui sont déplacés, parce que pour moi cette affaire de prix du transport que les transporteurs auraient finalement accepté de ne pas augmenter, on n'a fait que différer en fait en réalité, déplacer le problème. Voilà, parce que c'est une évidence d'un point de vue, soit on est dans un système libéral, évidemment on joue le jeu jusqu'au bout, mais ce rafistolage, cet arrangement qu'on est en train de faire finalement, moi il me semble que ça ne peut tenir que juste un bout de temps. La preuve, c'est que c'est parce que les transporteurs menaçaient finalement de rompre l'accord qu'on est encore revenu là-dessus. Donc, ça tient à mon avis à rien du tout, sinon que c'est un arrangement, à mon avis, qui ne résout pas le problème dans le fond. Et je crains fort que d'ici quelques mois, les mêmes reviennent encore, dire que finalement, quelque chose n'a pas encore été fait. Et, bref, on va encore se retrouver. On va revenir. Oui, il faut. Une petite chose. J'ai l'impression d'ailleurs qu'on est en train d'endormir l'opinion avec cette question du transport. Parce que l'augmentation du prix du carburant, la plus grande conséquence, ce n'est pas une augmentation ou non du titre du transport. Déjà, nous payons cher le carburant et c'est tous les jours qu'on le fait. Le transport, je ne sais pas combien de fois les gens voyagent par jour, mais on a même mis ça au devant comme si c'était donc la principale préoccupation des Burkinabés. Mais c'est une erreur. Les gens payent déjà le plus lourd en payant individuellement le carburant plus cher, et les autres denrées, comme Kofi l'a rappelé, ont connu une augmentation très considérable déjà. D'accord. Alors, sur le même plan, le Premier ministre a rencontré également les responsables des syndicats des enseignants, et des instructions ont été données à ce niveau pour la reprise donc, du dialogue qui était rompu depuis un moment. Kofi, très rapidement sur ce point. La reprise du dialogue, c'est un non-événement. Ce qui intéresse les gens, c'est de dire, est-ce que nos enfants vont aller à l'école, ils vont avoir des évaluations, ils vont pouvoir passer les examens. Mais or là, on sait que visiblement, le gouvernement est impuissant à faire reprendre les choses au niveau des syndicats. Et les syndicats, en tout cas, arc-boutent sur leur position, ils ne veulent pas changer.
Bon, contrairement, en tout cas, aux transporteurs, les syndicats d'éducation, au moins, sont clairs. Ils sont constants. Oui, les mots d'ordre sont maintenus. Les mots d'ordre sont maintenus. Il faut peut-être qu'au niveau des parents d'élèves, moi je suis sûr qu'il y a des gens qui trouvent déjà des parades. Il y a des gens qui envoient les enfants de l'autre côté parce qu'ils se disent que l'année ne va pas être suivie. On est qu'au premier trimestre. Bon, maintenant, après tout, ce sont les pauvres qui vont payer les pots cassés. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas déplacer leurs enfants d'une école à l'autre. Il y a des écoles aujourd'hui, c'est surtout les écoles publiques où on ne peut plus faire des évaluations. Et je pense que c'est dommage. Il faut que ces deux acteurs-là, qu'on aille à l'essentiel. Parce que tout le monde sait que les discussions entre les syndicats et les pouvoirs publics, ce n'est pas des trucs qu'on règle en 2 heures. C'est pas un forum ou un atelier qu'on fait et puis à la fin on prend des résolutions. Il faut que les gens sentent de la bonne disposition de part et d'autre à résoudre le problème. Il ne faut pas tourner autour du pot. Justement, est-ce que vous pensez que cette crise, finalement, le gouvernement pourra trouver, en tout cas, les moyens de calmer les enseignants quand on sait que sur les 56 points, il n'y a que 21 qui ont trouvé des accords? Lors du premier accord, on était ici, on a dit que c'est déjà bon à prendre. Et on était convaincus que toutes les mesures n'allaient pas pouvoir être mises en œuvre en 2018. Il y a des mesures qui avaient des incidences financières. Le budget vient d'être adopté. Le budget même de l'État ne sera opérationnel probablement qu'en mars. Donc, il y a des mesures qui vont forcément arriver progressivement. Maintenant, si on veut tout, si on a 56 points, on veut que les 56 points, ce n'est pas tout qui a des incidences financières, que tout soit réglé. Il faut que les gens aussi, moi je pense qu'il y a des stratégies de négociation, les syndicalistes ils savent ce qu'ils font, mais aux yeux de l'opinion, l'impression qu'on a, c'est que souvent les gens font la surenchère. Ils font la surenchère parce que moi, quand je regarde comme une plateforme avec une vingtaine de points de revendication, vous voulez que tout ça soit résolu. En même temps, c'est quel personnel l'État dispose qui va s'occuper. Par exemple, le dialogue ne peut pas être rompu parce qu'à un certain moment, il faut que les gens fassent autre chose. Est-ce que vous voyez, normalement, on n'a pas besoin de mettre une structure de dialogue. Non, mais il y a des choses quand même qui sont en place. Les syndicats veulent que leurs membres sentent sur leur bulletin de paye une augmentation d'argent. On leur dit qu'il y a une machine qui est bloquée. Et c'est la même machine qui déclenche les taxes de résidence rapidement pour leur percevoir ça. Non, il faut les prendre au sérieux. Peut-être que si on règle le problème de salaire, tout le monde va se calmer d'abord. Je pense qu'il y a des points sur les 56. Si ces points sont réglés, ça va faire baisser la tension. Je suis d'accord. D'accord. Alors, on n'a pas assez de temps, hein, donc on va progresser sur cette commémoration donc, du 3 janvier 1966. Alors, on a vu donc au cours de la semaine, le 3 janvier plus précisément, donc l'UAS, l'unité d'action syndicale, donc qui a organisé donc une conférence de presse pour parler donc de cette actualité. Alors il y a eu donc une conférence publique, comme je le disais, sur le thème la loi de finances 2019. Quelle similitude donc avec le budget de l'État 1966 de Maurice Yameogo et les leçons donc à tirer. Donc la grande conclusion de cette conférence qu'on peut tirer, c'est que selon les syndicats, il y a vraiment des similitudes entre ce qui s'est passé plutôt en 1966 et la situation actuelle du Burkina. Est-ce que c'est un avis que vous partagez, Soumi? Oui, c'est leur point de vue. Hein. Ils sont tout à fait dans leur droit, je dirais, évidemment, de faire cette comparaison entre ce qui s'est passé sous la Première République, évidemment, et ce qui se passe aujourd'hui sous la Quatrième République. Ce qui est vrai, par contre, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement aujourd'hui est face à une situation de conflit avec les partenaires sociaux. Et de toute évidence, il a du mal aujourd'hui à se faire entendre. La preuve, on parlait tout à l'heure de cette affaire de syndicats de l'éducation qui sont suffisamment remontés aujourd'hui pour refuser d'entendre raison tant que leurs revendications ne sont pas résolues. Et en même temps, on voit évidemment un certain nombre une politique hyper fiscaliste en train d'être mise en œuvre. Donc, il y a des éléments d'inquiétude, c'est vrai, qui, quand on les compare, montrent manifestement que soit les gouvernants aujourd'hui n'ont pas tiré leçon suffisamment du
passé, ou en tout cas, ils sont aujourd'hui dans des difficultés qui, telles qu'elles sont présentées aujourd'hui, ne peuvent que donner du grain à moudre, évidemment, aux syndicats, et qui, de mon point de vue, vont remonter forcément au front. Et moi, je crains que le premier trimestre de cette année 2019 ne soit, comme je l'ai dit, un moment de vérité. Voilà, parce que les syndicats ont été un peu dans le creux de la vague après la fin de la transition, évidemment, parce qu'ils ont, par moments, évidemment, fait les frais aussi d'un certain nombre de conflits. Mais aujourd'hui, il est clair qu'ils reviennent en force et le gouvernement, de mon point de vue, a tout intérêt à éviter un certain nombre d'erreurs pour ne pas leur donner, évidemment, les moyens, évidemment, d'aller à une confrontation dont on n'a pas besoin dans ce pays. Oui, Paul Miki. Alors déjà, moi, je voudrais dire que j'ai un problème avec la date du 3 janvier. C'est vrai que ça a un rappel historique au Burkina Faso, le soulèvement populaire du 3 janvier 1966, mais je ne comprends pas pourquoi jusqu'aujourd'hui c'est une date qui est chômée. C'est là d'autant plus que ça fait 2 dates chômées maintenant aujourd'hui qui rappellent des soulèvements populaires au Burkina. Mais n'allez pas le dire aux syndicalistes qui sont très jaloux justement de cette date du 3 janvier. Je comprends effectivement leur position. Mais je sais, ça c'est mon avis à moi. Peut-être qu'on aurait pu trouver la formule où on va commémorer cette date sans pour autant aller au chômage parce que nous sommes un pays qui est très quand même un moment de renversement d'un pouvoir. Oui, j'en conviens, mais il faut dire qu'il y a eu un autre renversement qui est intervenu après. Peut-être que on dit, voilà, la preuve est que le 4 août n'est plus chômé parce que c'était également une date historique. Il faut effectivement rendre dynamique justement les dates fériées au Burkina parce qu'on en a trop, c'est mon avis. Et pour un pays qui est en retard, on peut commémorer le 3 janvier sans aller donc au chômage, c'était mon avis. Mais en réalité, comme je le disais tantôt, les syndicalistes sont très jaloux sur cette date parce que ça renvoie un peu la lutte syndicale, ça rappelle toutes les luttes syndicales, c'est tout à fait normal parce qu'ils ont réussi, en tout cas à l'époque, à renverser un régime qui voulait donc instaurer une certaine austérité. Maintenant, quand on parle des similitudes aujourd'hui entre la loi des finances de 1966 et la loi des finances de 2019, c'est vrai qu'il y a quelques similitudes, mais moi je vois plutôt également beaucoup de différences parce qu'en 1966, il était question d'un rabattement de salaire, il était question également d'un certain nombre de mesures qui touchaient directement les fonctionnaires. Maintenant, pour 2019, c'est plutôt un matraquage fiscal, pour reprendre les termes du CDP, qui a été donc imposé au Burkinabé et à l'ensemble des Burkinabés. Vous savez certainement que ce n'est pas seulement les fonctionnaires cette fois-ci. Donc je vois autant de similitudes. Mais de toute façon, cette question d'austérité, cette question des impôts qui sont imposés, c'est vrai que ça peut faire l'objet de débats toujours, mais nous sommes dans un contexte où également le civisme a pris le dessus. Parce que quand on instaure, l'incivisme a pris le dessus malheureusement, et quand on instaure ce genre de taxes, il faut également compter sur l'esprit civique des Burkinabés pour participer à cette contribution à la mobilisation des ressources. Les contextes ont changé. Nous sommes aujourd'hui dans un pays qui s'appelle le Burkina Faso, qui n'est plus la Haute-Volta de 1966. Donc, des genres de comparaison, c'est vrai qu'il faut faire un rappel historique. Et la preuve est que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets parce qu'il n'y a pas eu de soulèvement après donc l'adoption de la loi des finances de 2019. D'accord, alors écoutez, moi, sur ce point. Ça me donne envie de faire un peu dans la provocation. Le problème avec les syndicats, c'est quoi? Ils vous décrivent une situation où ils vous disent, bon voilà, attention, prenez vos micros, vos dictaphones, vos caméras, il va y avoir une insurrection. C'est ce que ça veut dire de leur analyse. Mais moi, je serais très heureux qu'il y ait une insurrection, qu'eux-mêmes, ils passent au pouvoir. Parce que de tous les temps, lorsqu'ils font tout ça, ils abandonnent toujours le pouvoir à des politiques. Ou à des militaires. Ou à des militaires. Et après, c'est les mêmes qui reviennent pour se plaindre. Moi, je veux avoir que Bassolma prenne le pouvoir, qu'il supprime les institutions, comme il le dit, et qu'on essaye de voir. C'est vraiment la provocation. Voilà, qu'on essaye pour voir. Non, moi, je suis très, très ferme là-dessus, dans ma provocation. Mais bon, donc, dans ce cas, on dit généralement que la vocation des syndicats, c'est pas la gestion du pouvoir d'État. Il faut peut-être qu'ils sachent raison garder, que ce n'est pas en brandissant l'insurrection, le soulèvement tous les jours, qu'on amène aussi les gens au civisme. Parce que c'est un peu comme si on est dans le bras de fer permanent, qu'on appelle, bon, les écoles ne fonctionnent pas, bientôt on va dire que les transporteurs vont entrer en grève. Et nous, on fait quoi? Nous qui ne sommes pas syndiqués, nous qui sommes les parents d'élèves, si nous aussi on rentre en grève, on refuse de payer les impôts.
Si les commerçants décident de ne pas s'acquitter de leurs droits vis-à-vis du fisc, qu'est-ce qui peut se passer? Donc je pense aussi qu'on gagnerait à passer à autre chose, à un autre type de débat sur les questions essentielles. Voilà, et voir comment on peut les résoudre plutôt que de faire dans la... D'accord. On va voir si Tao partage votre point de vue Non, sur bon, ce plan. c'est vrai que le rappel historique, c'est bien de le faire. Maintenant, comme Mickey l'a dit, le contexte a radicalement changé. Aujourd'hui, on est dans un contexte où l'État, on est dans une crise économique. L'État a besoin de ressources, de nouvelles ressources. Donc, il demande de nouvelles taxes. L'Assemblée y consent. Donc, c'est dans l'intérêt national que cette décision a été prise. Maintenant, bon, celui qui ne veut pas payer son impôt, il ne paye pas et il en assume les conséquences. Je pense que le débat aujourd'hui, par rapport... Moi, là où je suis d'accord avec les syndicats et là où le gouvernement, les autorités doivent montrer patte blanche, dans le même temps qu'on impose, il faut aussi montrer qu'on fait des efforts en termes d'économie. Ils le font déjà, mais je pense qu'ils ne communiquent pas assez là-dessus. Il faut montrer qu'on traque la fraude, qu'on traque la corruption. Ça permet d'équilibrer. Par exemple, moi, en tant que citoyen, quand je paye l'impôt, que je sais que l'État veille à ce que mon impôt aille au bon endroit, je suis soulagé. Je suis même prêt à payer plus si je sais que c'est dans l'intérêt de la nation et de l'intérêt. Mais si ça va dans les poches d'individus qui ne sont pas punis, ça pose un problème. Et je pense que c'est ça, le point fort, la base de la revendication syndicale aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on ne veut pas qu'on nous oppresse. Si ceux qui sont en haut ne font pas le même effort. Ils ne font pas les mêmes efforts. Vous avez parlé de fraude, hein, ça va nous donner donc une béquille pour parler de cette actualité donc, qui a marqué la semaine, cette polémique donc, au sujet de la saisie et de la mise sous scellé judiciaire par la Brigade nationale antifraude de l'or des conteneurs d'une société minière contenant du charbon fin à la Citaraï Bobo. Le minerai devrait passer par le port d'Abidjan pour être traité au Canada. Alors selon le journal Le Reporter, il s'agit d'une tentative de fraude. Pour le ministère en charge des mines, il n'en est rien. L'opération respecte toutes les procédures en la matière. Alors très rapidement, comment vous analysez donc cette actualité, Kofi? Bon, moi j'ai été surpris qu'on pouvait avoir du charbon au Burkina, en tout cas Du pour charbon fin. fin au Burkina. Mais bon, je pense que c'est une autre affaire pour, je sais pas, nous le lancer dans des histoires qui ne concernent pas tout le monde. C'est assez technique et je pense que le ministère gagnerait et le gouvernement lui-même a réglé ce problème très rapidement, que ça ne ramène encore à d'autres problèmes sur le plan social. Oui, parce qu'il y a des bras de fer, en tout cas, entre le journal et puis le ministère sur le sujet. Paul Miki. Oui, alors moi, ce qui m'étonne, c'est vraiment la campagne de communication qui a été enclenchée après cette saisie, parce que les faits sont suffisamment clairs, à mon avis. On a l'impression aujourd'hui que le gouvernement est en train de scier la branche sur laquelle il est assis, parce que ces institutions que l'on crée, on parle aujourd'hui de la Brigade nationale de lutte anti-fraude de l'or, c'est une institution qui est créée dont le rôle justement, c'est de mettre un terme à ces genres de pratiques. Et il faut féliciter la brigade qui a réussi justement à saisir justement ces minéraux à Bobo Dioulasso. Mais je ne comprends pas pourquoi on tente à faire croire que ça a respecté toutes les règles, alors que la saisie est quelque chose que l'on peut vérifier ça de façon très palpable. Il aurait fallu au contraire que le gouvernement soutienne les institutions et qu'il met en place pour atténuer les conséquences de la fraude au Burkina. Ce n'est pas une première fois que l'on entend justement des gens de campagne de communication autour donc, des saisies. Ça me rappelle effectivement une structure comme l'ARCOP et qui quelquefois met des bâtons, si vous voulez, des bémols en tout cas dans les marchés que l'on passe, les marchés publics qui ne respectent pas les règles. Mais on a quelquefois des campagnes de communication pour faire croire que les choses sont dans les règles, malgré justement que les institutions disent que ça ne va pas. C'est le cas effectivement pour cette saisie du minerai à Bobo Dioulasso. Il faut rendre fortes ces institutions dont le rôle justement c'est d'atténuer l'effet de la corruption, de la fraude dans notre pays. Donc pour le cas d'espèce, j'espère bien que la procédure judiciaire va se poursuivre jusqu'à son terme afin que l'on puisse tirer toutes les conséquences de cette saisie. Oui, Tao. Moi, je pense qu'il y a saisie. Il y a suspicion de fraude. Il y a eu une dénonciation auprès de l'autorité judiciaire qui a diligenté l'organisme compétent en la matière, qui est la BINAF, qui a fait la saisie. Tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, je pense qu'il faut parler avec circonspection. Il y a saisie, est-ce qu'il y a fraude?
Le gouvernement dit que le dossier a été monté selon les règles. C'est ce que la mine aussi semble dire. Donc attendons patiemment. Attendons ça, le problème. Non, s'il n'y a pas fraude, pourquoi il y a saisie? Non. Ça aurait pu passer Attendez, peut-être à la on poste. préserve les intérêts de l'État parce que la justice est indépendante. Ce n'est pas la brigade qui a fait la saisie, à ce que j'ai appris. C'est une dénonciation. Hein? Et c'est le parquet qui a commis à la saisie. Donc, laissons, comme tu l'as dit, la procédure judiciaire est en train de se... Oui, mais dans ce cas, ce n'est pas un travail qui se fait à la télévision. Ça se fait sur le terrain. Que les gens aillent régler le problème C'est pour ça que j'ai parlé de concrètement, communication. plutôt que de venir se justifier. Non, il y a pas. Non, moi, ce que je dis, non, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que j'ai dit, on fait déjà beaucoup de bruit autour de ça. Parce que moi quand on regarde la saisie, il n'y a pas de problème, il y a eu saisie. Mais la saisie consiste à faire quoi? À vérifier administrativement les conteneurs, si la procédure a été respectée pour l'exportation, et à vérifier comment on appelle ça, la conformité des informations qui sont contenues sur le papier et du contenu des conteneurs. Donc ça, ce n'est pas un travail qui va se faire en 1 jour, 2 jours. C'est ce que j'ai dit, il faut qu'on reste sur les choses, quoi. On reste prudent dans ce qu'on a. D'accord, on va écouter Moi, Sommet sur la de question. toute évidence, il y a une suspicion qui est légitime. S'il y a eu saisie, c'est que forcément, il y a évidemment des soupçons. Donc, je suis d'autant plus surpris que j'ai l'impression que l'État est face à lui-même et face à ses propres contradictions et face à ses propres engagements. Il est en train finalement de lui-même de donner l'impression de ne pas savoir exactement finalement quelle est la conduite à tenir entre évidemment cette communication dont Miki parlait tout à l'heure et la réalité des faits. Il y a de toute évidence un problème. Voilà. Soit, à mon avis, on aborde la question même de cette saisie, évidemment, sous l'angle, évidemment, technique, et on apporte, évidemment, tous les éléments, ce que Kofi disait tout à l'heure, on apporte, évidemment, tous les éléments de réponse, mais là, on joue sur plusieurs terrains, il y a de la contradiction. Moi, comme Taou le disait tout à l'heure, j'attends d'être, évidemment, édifié, mais, de mon point de vue, ce que j'entends et ce que je vois, finalement, ça me laisse évidemment circonspect et ça montre manifestement qu'il y a quelque chose de pas clair évidemment dans cette affaire et malheureusement ce ne sera pas la première fois évidemment dans ce pays où le jeu de la transparence évidemment sur cette question même de la contrebande évidemment ou du moins même de cette question économique revient en force finalement dans notre agenda économique. Malheureusement, on en est toujours finalement à cette actualité qui n'est pas résolue. Et ça, c'est suffisamment grave dans une économie comme la nôtre. D'accord. Alors, on va parler donc du dernier sujet donc, de cette émission. Il s'agit de la République démocratique du Congo qui est toujours dans l'attente des résultats des élections générales du 30 décembre. Hier, la CENI a fait savoir que les résultats seront disponibles peut-être au cours de la semaine qui débute à partir de demain. Alors, mais c'est une situation qui inquiète la communauté internationale. Oui. Moi, je crois que la dernière fois sur le plateau, j'avais dit qu'on attendait de voir si cette élection aura lieu. Elle a eu lieu et moi j'applaudis. L'élection a eu lieu, ça s'est passé. Sur tout le territoire. Oui, ça n'a pas eu lieu sur tout le territoire, mais ça a eu quand même lieu. Il y a 3 provinces qui n'ont pas pu voter. Je pense qu'ils vont prendre les dispositions pour que ces provinces-là puissent voter. Parce que le problème, c'est quoi? Mais pas pour la présidentielle. Là, ils vont voter pour les autres élections. Mais pas pour la présidentielle. Pas pour la présidentielle, parce que le président serait déjà... Bon, donc c'est un vote qui est escamoté. C'est un vote qui est escamoté. C'est une élection à moitié. Donc le président sera élu avec juste une partie du territoire, pour ce qui me paraît un peu curieux aussi. Alors les gens parlent, ils disent plutôt que peut-être c'est des fraudes organisées qui sont en train d'être faites actuellement dans ce laps de temps que va prendre la CENI pour proclamer les résultats. Bien évidemment, on nous a dit qu'il y avait une machine à voter. La machine ne doit pas prendre autant de temps. Si on prend du temps, c'est qu'on compile, c'est qu'on est en train de bourrer les machines ou bien de les reformater. Bon, de toute façon, il n'y avait rien d'étonnant dans cette mascarade électorale qui était organisée en RDC. Ce qui les fatigue, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui proclament des
qui proclame un candidat qui n'est pas celui que le pouvoir en place attend. C'est tout. Mais je pense qu'avec le temps, eux aussi, ils apprennent. Ils savent que quand on commence les élections, il faut se préparer déjà à annoncer les résultats. Le premier qui annonce, bon, voilà. Donc, heureusement ou malheureusement, à RDC, les pouvoirs sont assez équilibrés. Vous avez vu comment l'opposition est arrivée même à défaire les machines à voter, au point que ça n'a plus servi sur l'étendue du territoire. Et je pense que la communauté internationale, au lieu de s'inquiéter, doit pouvoir plutôt se préparer à gérer une crise post-électorale en RDC. Il y aura une crise, selon vous? On est déjà dans la crise. Hein. Vous avez vu le communiqué suffisamment éloquent de l'Église catholique. Évidemment, il est sans concession. Vous voyez un peu la réaction de l'opposition. Donc, on est, à mon avis, en train d'entrer dans une crise post-électorale qui ne dit pas son nom. J'ai ouï dire aussi que les États-Unis sont en train de poster des soldats à la frontière gabonaise pour éventuellement intervenir. Donc, de toutes les façons, ceux qui s'attendaient à ce qu'il y ait une élection digne de ce nom, je pense que c'est eux qui se trompaient, parce que tous les éléments étaient suffisamment réunis pour que cette élection, en tout cas, ne se tienne pas dans un minimum, évidemment, de conditions requises. Une présidentielle où une partie des citoyens vote après l'élection du chef de l'État, je ne sais pas à quoi ça va servir. Donc, malheureusement, le problème congolais, c'est le même que nous vivons tous en Afrique. Il ne faut pas aussi qu'on... Oui, mais il y a des gens qui saluent déjà l'organisation, la tenue. Moi, je suis contre. Il n'y a pas eu de violence pendant le vote, tout s'est passé. Il y a eu des violences contre les machines. Pas contre les non, moi, je pense qu'il faut aussi qu'on évite aussi ce genre de raccourci. Une élection, soit elle se tient dans les conditions requises, soit ce n'est pas une élection. On ne peut pas se satisfaire d'une élection où une partie des citoyens vote et une autre partie doit voter après pour le chef de l'État. Et on dit que, oui, le plus important, c'est que l'élection se tienne. Alors, ce que la CEDU met en avant, ce sont les conflits qui sont dans ces régions et puis la maladie, un virus Ebola qui ne permettrait pas, en tout cas, d'organiser les élections dans ces contrées. Oui, Paul Mick. Alors moi, je voudrais partager l'optimisme de Tao, qui disait que c'est déjà bien que l'élection ait pu se tenir, parce que ce n'était pas évident, il y a eu plusieurs reports. Et c'était également, la chose aussi qu'il faut saluer, c'est que les élections se tiennent sans Kabila, qui est le président sortant, même si aujourd'hui il faut déplorer le fait que c'est une élection partielle, parce que ce n'est pas sur tout le territoire national. Maintenant, et moi, ce qui me tique un peu, ce qui retient mon attention surtout, c'est qu'on a l'impression qu'en République démocratique du Congo, il n'y a pas que la Commission électorale nationale indépendante qui doit donner les résultats. Parce qu'il y a beaucoup d'autres acteurs qui sont justement avant-gardistes de ces élections, notamment l'Église catholique dont parlait Juvenal tantôt, à travers la fameuse SEMCO, qui a des appréhensions déjà sur les résultats parce qu'on soupçonne le gouvernement, à travers ses machines à voter, de pouvoir fabriquer un président qui ne serait pas justement celui qui doit sortir normalement des urnes. Donc ça fait déjà des ingrédients de la crise post-électorale qui sont déjà réunis en République démocratique du Congo. C'est le prix à payer pour la démocratie. Sinon, c'est une élection qui n'en est pas une, comme Juvenal l'a dit. Effectivement, pour avoir une élection présidentielle, il faut réunir un certain nombre de conditions. Mais comme on est en démocratie, on fait semblant de légitimer les choses en allant vers des élections qui, en réalité, risquent de créer beaucoup plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. Donc, malheureusement, on est dans cette dynamique en République démocratique du Congo. Et ce n'est pas un cas isolé, c'est un peu ça le propre de l'Afrique. En tout cas, on va suivre donc la proclamation des résultats. Je pense, je souhaite peut-être que ça soit publié peut-être au cours de cette semaine et on aura peut-être l'occasion de revenir sur le sujet dans nos prochaines éditions. Merci en tout cas de votre fidélité à cette émission. Merci à vous donc pour votre disponibilité. Cette émission s'achève et je rappelle très rapidement que j'étais sur ce plateau avec Paul Miki, Rwamba de Ouaga FM, Abdoulaye Tao de l'économiste du Faso, Kofi Ametepe, journaliste enseignant, et Juvenal Sommet de infowakat.net. Merci de votre fidélité. L'info revient à 13h. Restez en compagnie de nos programmes.